exploit, inventer cette nouvelle aviation, être capable de franchir des montagnes, des océans, des déserts, alors que tout le monde pensait que ce n'était pas possible. Bon, en 100 ans, l'aviation, elle a bien changé. Il y a des nouveaux défis qui sont là aujourd'hui et qu'il faut, pareil, relever. Et tout l'intérêt d'un lieu comme ici, c'est de voir et de montrer tout le monde, au grand public, aux jeunes, aux étudiants, à tous ceux qui peuvent aussi faire quelque chose pour relever ces défis, qu'il y a 100 ans, il y a des personnes ici qui l'ont fait dans des conditions extraordinaires et faire quelque chose qui était vraiment impossible. Donc, rien n'est impossible, je pense qu'on va vraiment en parler là peut-être ce soir de ça. Et en tout cas, je suis vraiment très content, et merci beaucoup Pierre Elzéar d'avoir pu aussi réunir ces personnalités, Bertrand Piccard, Jean-Marc Mosqueta, Alexandre Ferré. Alors, Bertrand Piccard, parrain de l'envol des pionniers, c'est ce que l'on mentionnait tout à l'heure. Alors, bon, ici, Montaudran, l'aéropostale, Pierre-Georges Latécoère, évidemment que c'est quelque chose, je crois, qui a baigné un petit peu ton enfance, ton adolescence, ta vie, tu vas peut-être nous expliquer quelle a été cette première rencontre avec cette épopée, cette aventure qui a sûrement marqué un petit peu ta vie et tes orientations. C'est à 12 ans, en lisant un livre sur l'aéropostale, sur Guillaumet, sur tous ses camarades de vol, et que c'était l'époque où j'avais peur de monter dans un arbre, où j'avais envie d'être un grand explorateur, mais je ne savais pas comment, parce que j'avais l'impression que tout avait déjà été exploré. On avait marché sur la Lune, donc qu'est-ce qui pouvait rester sur Terre? Puis c'est là que j'ai compris que c'est pas tellement ce qu'on fait qui compte, c'est comment on le fait. C'est quel est l'état d'esprit qu'on arrive à mettre en œuvre pour réaliser quelque chose. Et cette maxime de Latécoère, pour moi, a été totalement déterminante, parce que quand on entend ça, on se dit que plus jamais on ne pourra accepter qu'on nous dise que quelque chose est impossible. Et c'est ça qui m'a animé dans Solar Impulse. C'est ça qui m'a animé aussi dans le Tour du monde de Breitling Orbiter 3. Tous les spécialistes, et c'est intéressant que Pierre-Georges Latécoère parlait des spécialistes qui avaient dit que c'était impossible, les spécialistes connaissent extrêmement bien un certain nombre de choses et ne connaissent pas du tout ce qui est en dehors de leur domaine de compétences. Par conséquent, si vous voulez faire quelque chose de nouveau, vous ne pouvez pas demander à un spécialiste de vous aider. Il pensera que ce n'est pas possible. Vous devez demander à des gens qui sont hors sérail, des gens qui ne sont pas du tout des spécialistes. Et je vous rappelle que Pierre-Georges Latécoère n'était pas pilote. C'est pour ça qu'il n'a pas cru les spécialistes du monde de l'aviation. Moi, quand j'ai lancé Solar Impulse, je n'avais pas de brevet de pilote d'avion. Sinon, je n'aurais jamais pensé que c'était possible. Mais alors, vous vous heurtez à tellement de gens qui croient qu'on doit rester à l'intérieur des paradigmes. Moi, je vais quand même vous raconter ce qu'on m'a dit chez Airbus après que j'ai réussi Solar Impulse. L'ancien patron d'Airbus m'a dit, quand vous êtes venu me voir la première fois et que j'ai refusé de vous recevoir, mes ingénieurs m'ont dit, surtout n'aide pas Solar Impulse, cet avion n'existera jamais. Quand l'avion a existé, ils m'ont dit, n'aide pas Solar Impulse, l'avion ne volera jamais. Quand l'avion a volé, ils m'ont dit, n'aide jamais Solar Impulse, l'avion va s'écraser. Et quand Solar Impulse ne s'est pas écrasé, les mêmes ingénieurs sont venus me voir et m'ont dit, il faut absolument développer des programmes d'aviation électrique. Ça, c'est le monde. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours marché comme ça continuera à marcher comme ça. Donc moi, ce que je pense fondamentalement aujourd'hui, quand j'entends que c'était la piste du départ de la ligne qui passait devant ces bâtiments, que les pilotes que nous admirons et que nous aimons volaient ici, entraient dans leurs avions ici, décollaient ici. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, on n'a pas vécu cette époque, mais aujourd'hui, on vit une époque exactement identique, où on nous dit que l'aviation verte, propre, efficiente, décarbonée est impossible, et finalement, on est au début de l'aventure suivante. Donc ça ne sert à rien d'être nostalgique de l'aventure précédente, parce que nous sommes maintenant au tout début de l'aventure suivante, et c'est à nous de relever ce défi, mais avec exactement la même philosophie, avec exactement le même enthousiasme, et avec exactement la même méfiance vis-à-vis de tous ceux qui nous disent que c'est impossible. Bon, alors déjà, premier enseignement de la soirée, méfiez-vous des spécialistes.
Bon, alors, et l'état d'esprit dont on parle, l'audace, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on va travailler ici à l'Envol des Pionniers pendant toute l'année, jusqu'en juillet 2024, mais même après. Cette notion d'audace, c'est quoi être audacieux? On est capable d'être audacieux, on a besoin d'être audacieux. Et tous ces gens-là vont nous aider et aider les visiteurs, le public, à devenir ou à l'être encore plus audacieux. Jean-Marc Mosquetin. Alors, juste un mot, parce qu'on va voir qu'il y a des solutions, hein, il y a des choses qui se trament. Il y a une maquette juste à côté de nous, on va y revenir. Mais l'aéropostale, la TCOR, tout ça, un prof super-héros, là, est-ce qu'il a... Ça date de quand? Quand est-ce qu'il a découvert tout ça? Je suis très inspiré, d'abord parce que quand j'étais élève moi-même à super-héros, on se posait, on décollait sur cette piste pour faire le TP en vol de roulier hollandais. Donc, vous savez, ceux qui savent. C'est des choses qu'il faut pas avoir mangé trop au petit déjeuner. Et on faisait ça sur Nord 262, donc sur cette piste était assez... et donc ça me fait plaisir qu'une petite partie de la piste ait été gardée, non seulement ça, mais aussi que cet endroit maintienne vivante donc la mémoire de ceux qui ont fait l'histoire de l'aviation. Donc ça, c'est très inspirant. Et ce qui est très sympathique dans ces différents ingénieurs, pilotes, mécanos, industriels, c'est que, en fait, bien sûr, ça s'est passé il y a déjà un certain temps, mais en fait, ils ont rencontré exactement les mêmes difficultés que celles qu'on rencontre aujourd'hui, et dans le monde académique, que je connais bien, mais aussi dans le monde industriel avec lesquels, à l'ISE Super-Héros, on est très ouvert aussi, on est très en partenariat avec, c'est-à-dire les mêmes réticences, les mêmes inquiétudes, et puis donc cette envie d'aller plus loin, et puis d'accepter l'échec aussi, d'accepter de mettre dans le budget un certain nombre d'échecs. Alors c'est vrai que de travailler d'abord avec des petits avions, sans pilote à bord, ça permet effectivement d'intégrer les erreurs, d'intégrer les échecs. Toutes les personnalités qui ont été citées ici et dont je témoigne de ma propre admiration aussi, sont aussi des gens très méticuleux, très conscients de la maîtrise des risques et donc sont des gens très patients aussi par rapport aux exploits qu'ils ont pu réaliser, et intégrant également la dimension de l'échec. C'est par l'échec aussi qu'on peut réaliser de grandes choses. Donc on va continuer à parler de grandes choses. Comment on peut faire ces grandes choses? Quel type de grandes choses d'ailleurs? Alors, les avions, alors les drones, pas de pilote, on va en parler. Du défi Mermoz, ça a été évoqué par Pierre Elzéar tout à l'heure. Je me tourne vers Alexandre Ferret. Micro, ou il est là. Alexandre, alors, il n'y a pas que les avions, il y a aussi les trajectoires. Quand on prend ces avions, on en parlera avec Open Airlines. Mais je vais reposer un peu la même question. Cet univers de l'aéropostale, cet univers qu'on raconte ici, qu'on partage avec le public, toi, et quand tu l'as rencontré? J'ai appris que le premier réédition du rallye, c'était 83. C'est à peu près à cette époque-là, je me rappelle d'une série, on appelait ça un feuilleton à la télévision, sur France 2, on appelait ça Antenne 2, qui racontait l'aventure de tous ces pionniers, les lignes, la TCOR. Et d'ailleurs, j'aimerais bien retrouver s'il y a des gens qui ont les exemplaires. Bernard Fresson dans le rôle de Didier Dorin. Absolument. Il y en a qui l'ont vu. Oui, alors nous, on a récupéré les VHS, si ça vous intéresse, on pourra se la passer. Ça m'intéresse parce que j'ai cherché sur YouTube, je n'ai pas retrouvé, mais c'est là que j'ai découvert la TCOR, l'histoire de cette ligne, et c'était absolument inspirant pour un jeune ado. Bon, voilà, donc on va parler d'inspiration aussi. Alors, Bertrand Piccard, il faut réinventer cette aviation. Bon, il faut réinventer, ne pas croire que les choses sont impossibles, s'inspirer sans être nostalgique de ce qui a été fait. Alors, quelles sont les pistes par rapport à tout ce que toi tu as pu explorer, tenter, initier? Aujourd'hui, on est en 2023. Quel est l'horizon qui se dégage par rapport à ces innovations et à la façon dont on peut prendre en fait ce problème? Alors je pense que l'aviation a été un fantastique exemple de disruption innovative de 1903 à 1953. Il n'y a jamais eu une année sans qu'il se passe quelque chose de complètement différent. Et quand vous voyez le Boeing 707, vous voyez qu'il est quand même très différent de l'avion des frères Wright de 1903. Maintenant, vous prenez un quadrimoteur d'aujourd'hui comme l'Airbus 340, il ressemble à s'y méprendre, si vous n'êtes pas spécialiste, au Boeing 707. Ce qui fait que dans les 50 années suivantes, il y a eu de l'optimisation, mais il n'y a pas eu d'innovation.
Alors bien sûr, une optimisation magnifique, ça fait moins de bruit, ça consomme moins, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus confortable, bravo. Mais il n'y a pas eu de disruption. Et maintenant, on doit revenir à un système de disruption. C'est-à-dire qu'on doit retrouver une autre manière de fonctionner, avec d'autres carburants, avec peut-être d'autres formes. Moi, la disruption dont je rêve le plus, c'est celle d'un avion-fusée qui part et qui ne consomme de carburant que pendant les 15 ou 20 premières minutes de son vol, qui ensuite coupe ses moteurs et est en vol parabolique à 80 km d'altitude et décolle de Toulouse pour atterrir à Sydney 2 heures plus tard. Alors évidemment, tout le monde sera malade et vomira pendant 2 heures parce qu'on sera en apesanteur, mais il vaut peut-être mieux vomir pendant 2 heures qu'être coincé dans un siège pendant 24 heures. Donc, il y aura des changements technologiques. Ça se discute. En attendant, il faut déjà utiliser tous les systèmes qui existent et qui permettent d'avoir une aviation plus propre. Et on voit qu'on peut déjà enlever à peu près 20% des émissions de CO2 d'aujourd'hui sur les meilleurs avions, avec des routes plus directes, avec des approches en descente constante, avec le système SkyBreath qui permet d'optimiser les trajectoires en fonction de la météo, avec des tracteurs électriques sur les pistes, avec un approvisionnement des avions par électricité sur le deck de l'aéroport plutôt que laisser tourner les APU. Donc il y a des choses. Et puis, il reste 80%. Aujourd'hui, ces 80%, il faut être très clair. Ça, ce n'est pas une grande disruption, mais c'est une obligation. C'est qu'il faut que le CO2 émis dans ces 80% soit réabsorbé. Et ça veut dire qu'il faut une taxe sur les billets d'avion, ou introduire la réabsorption, le prix de la réabsorption du CO2 dans tous les billets d'avion. Et ça, pour moi, c'est une évidence qui permettra de sauver l'aviation, qui est aujourd'hui attaquée de plus en plus par des adversaires politiques, par des adversaires écologiques, et qui, d'un certain côté, ont raison, parce qu'il faut bien voir que l'aviation n'a pas joué son rôle innovatif depuis des années. Quand l'aviation n'est pas dans les accords de Paris, c'est pas normal. Quand on veut baisser de 50% les émissions d'ici 2050, c'est pas normal. Tout le monde veut baisser de 100%, sauf l'aviation. Donc, réabsorbons tout le CO2 produit, et puis au fur et à mesure de l'évolution des nouveaux carburants, des avions à hydrogène, etc., à ce moment-là, vous pourrez réduire la part de l'offset CO2 pour avoir des avions véritablement neutres en carbone. Et la seule manière d'être totalement neutre en carbone aujourd'hui, c'est de prendre des carburants qui sont faits avec des déchets qui autrement pourriraient, feraient du méthane dans l'atmosphère. Donc ça, on a des SAF. On a de l'hydrogène fabriqué avec des sources d'électricité propre qui peut être intégralement décarboné. Donc on voit des solutions, mais ces solutions doivent passer à l'échelle. Pour ça, il faut que les industriels y croient. Il faut que les fournisseurs de carburant y croient. Et si j'aime bien être à Toulouse, c'est parce que je sais qu'Airbus, lui, y croit. On a Guillaume Faury, qui est un type extraordinaire en termes de disruption, qui est en train de travailler avec ses équipes sur un avion qui aura le CO2, qui aura l'hydrogène liquide dans le fuselage et les passagers dans les ailes. Parce que c'est la seule manière de pouvoir transporter des réservoirs assez gros. Ça, c'est de la disruption. Ça, c'est intéressant. On lui dit que c'est impossible, il n'y croit pas, il y va, il a l'esprit de la TECOR, il a l'esprit de pionnier, c'est magnifique, je suis sûr qu'Airbus y arrivera. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue à l'encourager, qu'on continue à encourager les pionniers, et que les industriels s'y mettent suffisamment tôt, parce que s'il y a un avion à hydrogène en 2035, et qu'il n'y a personne pour produire de l'hydrogène propre, on n'aura rien gagné du tout. Donc on voit que c'est un écosystème qu'il faut créer, et pour ça, il faut y croire, il faut avancer, il faut cet esprit de pionnier, et jamais écouter ceux qui disent qu'on n'y arrivera pas. Alors on a un bel écosystème ici à Toulouse, on nous jalouse même cet écosystème, il faut en être fier de cet écosystème, justement on raconte ça aussi, hein. C'est cette tradition qui se perpétue avec tous ces acteurs pour innover. Jean-Marc Mosqueta, il faut des ingénieurs, on est bien d'accord, ils sont là pour ça. Ces ingénieurs qui sont formés à Super-Héros, on salue Olivier Lèbre des Super-Héros, voisins d'ici, il faut les former, ils sont motivés les ingénieurs Super-Héros pour inventer et créer, on est bien d'accord. Donc peut-être, Jean-Marc, nous expliquer aussi une des voies, donc Bertrand a cité plusieurs de ces innovations-là, le défi Mermoz dont on a parlé, il est en train d'ouvrir une brèche. Est-ce que tu peux nous expliquer
cette aventure, parce que c'est déjà une aventure en soi. Oui, alors tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas non plus, trop... on ne peut pas s'échapper de la nature. Enfin, donc, il y a le mythe d'Icare. Hein, bon, les lois de la physique, on peut toujours proclamer qu'il y a des choses, que de rien n'est impossible, mais enfin, moi je dis souvent à mes étudiants, on ne négocie pas avec les lois de la physique. La gravité, zéro panne. Voilà. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à trouver des exemples. Bon, alors cela ne veut pas dire, et je dis souvent aux jeunes qui arrivent, leur première année, ils viennent de faire leur rentrée, pour penser en dehors de la boîte, il faut d'abord penser la boîte. Et ça, c'est cela que, d'abord, c'est de cela qu'on doit équiper nos étudiants, de penser la boîte pour pouvoir penser en dehors de la boîte. Voilà. Alors, en effet, une fois qu'on a pensé la boîte, il ne faut pas s'arrêter là et essayer de faire comme ce qu'on a toujours fait. Mais je pense qu'il y a eu énormément de progrès. Depuis les années 50, on a réduit d'environ 80% l'efficacité de nos aéronefs. Ça paraît pas comme ça, mais c'est le résultat d'énormément d'innovations qui ne sont pas toutes visibles. Effectivement, quand on voit un avion, on voit une paire d'ailes, un tube, un machin avec des gens dedans. Bon, ça paye pas de mine, mais c'est hyper optimisé, un avion aujourd'hui. Et ça ne l'est pas assez. Et l'aéronautique se caractérise dans son histoire, hein, par une succession de ruptures. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bertrand à l'instant. C'est vraiment une succession de défis. Et c'est un nouveau défi qui s'ouvre aujourd'hui. Je veux croire, à travers, par exemple, le défi Mermoz, dont vous avez la maquette sur votre gauche, qui est un drone à hydrogène liquide, pour lequel on a déjà fait une phase de vol hydrogène gazeux. Là, donc, et on compte pouvoir faire 3000 km avec ce petit engin. Là. On traverser ni plus ni moins que l'Atlantique selon la route sud, hein, donc entre Dakar et Natal au Brésil. On commence petit, pour commencer tout de suite, et pour commencer pas cher, et en même temps pour acquérir une véritable connaissance, pas juste des connaissances livresques sur des projets dans 25 ans. Faire tout de suite quelque chose. Et je pense que ça, l'idée de réaliser, c'est impossible, on va le réaliser maintenant. C'est bien l'esprit de la TECOR et c'est aussi l'esprit des aventuriers qui ont pris les commandes de ces appareils. Il y a par rapport, je terminerai là-dessus, il y a par rapport à nos étudiants, bon, je suis un vieux prof maintenant, mais c'est vrai que ça ne m'empêche pas d'être du côté de l'innovation aussi, et d'être du côté de ceux qui veulent donner à nos jeunes l'idée d'être de la partie et de faire notre part aussi, côté aéronautique, de ce qu'il convient pour réduire l'impact donc du réchauffement climatique dû à l'aviation. Et ça, c'est pour moi, l'hydrogène est une des solutions tout à fait d'avenir, pour des raisons simplement physiques, liées à la grande capacité énergétique de l'hydrogène rapportée à sa masse. Donc il y a une règle simple, hein, sur laquelle nous pouvons nous appuyer avec confiance pour dire que c'est peut-être pas la solution pour résoudre tous les problèmes de la planète, mais en tout cas pour décarboner l'aviation, c'est très clair que c'est une excellente direction et je me réjouis que les grands groupes aéronautiques y croient également. Je reviens quand même sur le défi Mermoz que nous on attend avec impatience ici à la Volée Pionnier pour relayer, pour faire des événements, pour parler de ce moment extraordinaire où on imagine, hein, ce drone, comme disait Jean-Marc, refaire la route de l'Atlantique Sud de Mermoz. On en est où? Donc on parlait d'hydrogène gazeux, hydrogène liquide bientôt? Oui, cette année on a pu faire donc 2 vols d'hydrogène gazeux avec l'une de ces bouteilles d'hydrogène pressurisé. Bon, il n'y a pas d'hydrogène, je vous rassure, dans celle qui est exposée sur la petite table avec le capot rouge. Et nous commençons le mois prochain les essais au sol avec nos partenaires, donc les essais au sol d'hydrogène liquide, pour commencer à faire toute la chaîne, voilà, petit à petit au sol, puis ensuite le répliquer à l'intérieur du fuselage, puis ensuite faire les premiers essais en vol, et ensuite faire les essais d'endurance, etc. Donc toute une campagne qui va commencer dès le mois prochain pour aller vers un vol peut-être d'ici 1 an et demi à 2 ans. Et on fait bien sûr bon accueil à toutes les marques de soutien, en particulier soutien financier, pour nous aider à réaliser ce beau projet et nous le réaliser ensemble et le réaliser rapidement. Je
Je pense que ce message vient d'envahir la cour de l'envol des pionniers ici même, hein, donc c'est parfait. Mais c'est tellement, c'est un projet tellement extraordinaire et tellement aussi emblématique de ce qu'il faut faire en s'appuyant sur l'histoire et sur ce qu'ont fait les pionniers de l'aéropostale, que voilà, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Je ne peux que remercier ce soir, puisque ça m'est donné cette occasion, la Fondation La Técoère pour son soutien à ce beau projet. Alors les innovations aéronautiques, c'est l'énergie, évidemment, c'est un des sujets fondamentaux. Il n'y a pas que ça, il faut aller dans tous les sens, dans toutes les directions, essayer de changer, d'être dans la rupture dans tout ce qui est l'environnement aéronautique. Donc Alexandre parlait, Bertrand le rappelait, les trajectoires, on peut les optimiser. Open Airlines, pionnier par rapport à ça, pionnier aussi. Alexandre, comment ça s'est passé, cette initiative, cette innovation industrielle? Oui. Nous, on a... Donc ici à Toulouse, moi j'ai monté Open Airlines et on a développé en fait une solution digitale, numérique, pour aider les compagnies aériennes à réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2. Et on utilise en fait la donnée de vol. Donc les données des boîtes noires, au lieu de l'utiliser pour la sécurité des vols, on s'est dit on va l'utiliser pour l'efficacité énergétique du vol. Donc ça c'est notre première matière première, la data, le big data comme on l'appelle. Ensuite on a utilisé l'intelligence artificielle. Et on analyse des téraoctets de données. En fait, on récupère toutes les boîtes noires de millions de vols. Aujourd'hui, on a 65 compagnies aériennes qui utilisent notre solution. Et on a développé des algorithmes pour faire des préconisations, soit pour les gens en effet qui préparent les plans de vol pour optimiser la route, soit pour les pilotes eux-mêmes qui ont des consignes d'éco-pilotage, ou pour préparer l'avion, par exemple nettoyer les moteurs à une certaine fréquence pour être sûr qu'ils soient toujours à la performance optimale. Donc en fait, on essaye de ne pas utiliser d'énergie. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et on arrive à faire, ou plutôt nos compagnies aériennes clientes, des compagnies comme Air France, Coréan, UPS, utilisent nos solutions et arrivent à finalement exécuter les mêmes missions dans les mêmes conditions de sécurité, mais en consommant 5% de moins. Et l'an dernier, elles ont réussi à économiser 1 million de tonnes de CO2. 1 million de tonnes de CO2, c'est un beau milestone. On est très fiers pour vous donner, on parlait des carburants durables. Toute l'industrie aérienne, l'an dernier, en fait, c'est 1 million de tonnes de CO2, ça représente 7 fois plus que ce que les gens économisaient avec les carburants durables. Évidemment, les carburants durables vont passer à l'échelle, donc ça va changer. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, un kilo de CO2 économisé aujourd'hui, c'est évidemment plus important qu'un kilo de CO2 économisé en 2035. Voilà, donc il y a des choses qui existent, ça se passe aussi ici, c'est important. Donc Alexandre Ferré, Open Airlines. Et avec beaucoup d'employés qui sont des ingénieurs supérieurs ou ENAC, donc on profite aussi de l'écosystème. Tout va bien. Donc oui, mais ce creuset de compétences, encore une fois, connu dans le monde entier, et c'est à Toulouse, et il faut quand même se le redire. Alexandre, donc Open Airlines, qui fait partie de ce collectif qui a été évoqué tout à l'heure, de Toulouse Pioneers, qui est dans cet environnement, l'entourage de l'envol des pionniers, pour perpétuer cet esprit aujourd'hui avec les défis à relever. Bertrand Piccard, les projets côté Bertrand Piccard, ça donne quoi aujourd'hui? J'ai une petite curiosité par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui se trament et qui se préparent? Oui. Ça donne de mettre un pilote dans le drone. Ben oui. Alors, il faut développer là, ça nous a mis l'eau à la bouche. Non, mais c'est de faire la même chose que le drone à hydrogène, mais avec 2 pilotes dedans. Puis comme il faut montrer que ça marche et donner envie aux autres de le faire, il faut forcément que ce soit un vol long. Et le vol le plus long, c'est le tour du monde. C'est une spécialité. Donc, oui, ça devient une spécialité. Mais parce qu'on ne peut pas faire plus qu'un tour du monde, on va pas en faire 2, mais c'est pas ça qui a l'intérêt. Ce qui fait qu'effectivement, je travaille avec Raphaël Dinelli sur un projet d'avion à hydrogène qui nous emmènerait autour du monde. Du coup, là, vous avez plein de choses à vous raconter. Alors, voilà, j'imagine. Bon, vous allez pouvoir régler ça, pilote, pas pilote. Bon, toujours pas de pilote, en tout cas, là, par rapport au... Si vous voulez, le principe d'un drone, évidemment, c'est de commencer et puis de grandir chaque année. C'est-à-dire d'aller vers, bien sûr, l'aviation pilotée, l'aviation commerciale. Donc, et je pense que commencer par une maquette, commencer par quelque chose d'assez petit. Je prends souvent l'exemple de Pierre-Paul Riquet du Canal du Midi, pour ceux qui ne connaissent pas cet ouvrage magnifique.
qui a écrit à Louis XIV pour obtenir des fonds, et on lui a envoyé Colbert, et alors donc le financier, et donc il l'a reçu dans son château, et il avait fait dans son jardin un petit rigole avec des systèmes d'écluses, etc., pour montrer déjà par l'échelle que ça peut fonctionner. Et on a ce que maintenant, c'est ce qui fonctionne. Donc commencer par voilà, un modèle réduit, non seulement associer le secteur des drones qui est assez vigoureux ici, et je salue bien sûr notre partenaire industriel Delair, avec lequel nous allons travailler, mais aussi H3 Dynamics avec lequel nous avons commencé cette aventure, et bien d'autres. J'ai reconnu aussi nos collègues de l'École nationale de la météo, de l'ENAC, tout l'écosystème toulousain, avec lesquels nous essayons de nous rassembler autour de cette cause, parce que c'est une cause collective pour sauver l'aviation, pour lui donner un futur. Et ça commence par des choses assez petites qui vont progressivement irriguer, bien sûr, l'aviation légère, et puis l'aviation commerciale, et bien sûr les longs courriers, parce que c'est très adapté aussi aux très longs courriers. Donc nous avons beaucoup de choses effectivement en commun, et de belles pages d'histoire aussi encore à tourner. Voilà. Alors tout ça, oui, ces belles pages d'histoire, c'est aussi des histoires humaines, hein, ça irrigue toute l'histoire de l'aéropostale qu'on raconte ici. Mais tout ce que j'entends aussi de vos témoignages, ça c'est quelque chose de très important. Et autour de ça, il y a cette notion, je vais y venir parce qu'on en a parlé encore cet après-midi, et on en reparle demain. Demain à 16h30, on organise une conférence. Bertrand Picard sera là, Laurence de la Ferrière, Catherine Monoury et Raphaël Donjean. Et Jean-François Clairvoy, on va parler de quoi? On va parler d'audace. Puisqu'en fait, on projette pour le 6 et 7 juillet 2024, retenez ça dans vos agendas, un événement qui va s'appeler Tous Audacieux. Et ça aura lieu ici, Tous Audacieux. Comment on peut rendre les gens un peu plus audacieux? Parce qu'on a besoin d'audace aujourd'hui, et des fois ça manque un petit peu quand même, l'audace. Non? Donc, j'ai envie de vous poser la question. L'audace, là, pour vous, Jean-Marc Mosqueta, quand vous voyez ces ingénieurs super-héros qui arrivent tout frais, là, vous avez comment leur donner un petit peu d'audace, là? C'est quoi la recette de l'enseignant super-héros? La recette, non, c'est surtout le désir de faire passer justement l'envie. Alors dans Audacieux, moi j'aime bien, parce que dans Audacieux, il y a cieux. C'est de la partie, d'ailleurs, j'ai vu une belle affiche là, qui met ça en valeur. Et donc il s'agit de s'élever, il s'agit de prendre de la hauteur. Et tant pis s'il y a des obstacles, des difficultés. C'est vrai que quand on prend de la hauteur, on voit déjà beaucoup plus loin par rapport à nos élèves ingénieurs. Il y a vraiment une page qui s'ouvre, et c'est ça l'idée, parce que on a aussi, y compris chez nos étudiants, des fois des sentiments un petit peu de recul ou un petit peu de désamour qui s'introduisent. C'est pas ça. Ne restons pas les bras ballants. Relevons nos défis, prenons appui sur tous ceux qui nous ont inspirés dans le passé et qui continuent de nous inspirer aujourd'hui pour écrire cette nouvelle aventure ensemble, et avec des spécialistes, avec des non-spécialistes, avec tout l'écosystème dont on aura besoin, également l'avitaillement, la fourniture d'hydrogène et tout cet ensemble qui vont nous permettre de relever ce défi et d'y parvenir comme l'aéronautique est toujours parvenue à travers les chocs pétroliers, la sécurité aérienne, les problèmes d'acoustique, les problèmes, etc. On a toujours réussi, et je pense que je suis confiant sur le fait que nos jeunes et puis leurs enseignants et les chercheurs à l'ISAE Super-Héros et autour, eh bien, nous allons réussir à relever ces défis tous ensemble. Alors, les étudiants super-héros audacieux, maintenant, hein, ça, ils seront de plus en plus audacieux. Alexandre, quand ils arrivent, ces nouveaux collaborateurs, comment on fait pour dire à quelqu'un, rappelez-vous ce qui s'est passé ici à Montaudan, il va falloir relever ces défis, soyez un petit peu plus audacieux, comment on fait? Je pense que justement aujourd'hui, on a besoin des jeunes. Il y a des jeunes, même à Super-Héros, à l'ENAC, c'est un peu triste, qui s'interrogent même, parce que l'industrie aérienne est pointée du doigt. Nous, on leur offre la possibilité finalement de travailler sur ce qui les a fait rêver depuis tout petit, les avions, mais sur le défi de demain, et donc être en conformité avec, je dirais, ce que cherche toute leur génération, c'est cette aviation verte. Et je pense que c'est très important de dire que c'est possible. On y arrivera, on n'a pas le choix et on y arrivera.
Moi, j'avais, pendant le Covid, là, écrit des petits articles et j'ai appelé ça Decarbonizing Aviation Mission Possible. C'est possible. Et il faut absolument que les jeunes talents, ceux qui sont arrivés à Super Héros, disent je peux faire partie de la solution. Et justement, ce défi, il y a tout à inventer, je peux faire partie de la solution. Alors nous, on l'offre modestement dans notre entreprise, mais c'est ce qu'ils viennent chercher. Et du coup, on a des gens qui ont une énergie incroyable, qui sont ultra brillants, qui peut-être avant, ils seraient allés que dans des grands groupes, et qui sont hyper intéressés par la start-up, parce qu'on leur donne aussi beaucoup de dynamisme, justement beaucoup de moyens. Et moi, ce que je leur demande, c'est qu'ils disruptent aussi Open Airlines tous les jours. Oui, alors c'est marrant, sur la jeunesse, puisque tu as parlé d'Apollo. Alors c'est mon petit côté cité de l'espace, mais on avait invité en 2019 pour les 50 ans d'Apollo 11 des ingénieurs de Mission Control qui étaient à Houston, ceux qui suivaient en fait les missions Apollo. Et donc c'était des personnes qui avaient 80-85 ans et qui nous racontaient comment ça se passait à l'époque, le Apollo 13 et compagnie. Et ils nous disaient, mais à la NASA, à cette époque-là, Apollo, donc en 60, 69, en 70, c'était une moyenne d'âge de 25 ans, 26 ans dans les bureaux. Il y a une jeunesse partout, et même sur des postes de responsabilité, en fait. Et il y avait une émulation comme ça, où finalement les gens n'avaient pas peur. Alors il y a eu des drames, il y a eu des choses comme ça, mais qui les ont fait bouger, réagir. Mais c'est cette jeunesse aussi qui a permis de partir dans des objectifs qui paraissaient en effet complètement fous. Mais finalement, c'est pas quelque chose qui les freinait, et ils étaient capables de réaliser ces exploits. Mais c'était intéressant, ça me fait penser à ça. Bertrand, on va finir peut-être avec toi sur cette idée d'audace. On en parlait un petit peu aussi cet après-midi. Comment on va pouvoir insuffler davantage cette audace? Alors les ingénieurs, oui, mais même tout le monde, en fait, le grand public, pour pouvoir résoudre aussi ces problèmes, ne pas avoir peur, en fait, de les prendre et puis être confiant sur l'avenir. Mais je pense que l'audace, c'est quand on fait autre chose que ce qu'on a toujours fait ou que les autres ont toujours fait. Il y a un mainstream, hein, que ce soit soi-même ou les autres. Il y a des certitudes, il y a des dogmes. On répète et on croit qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'on a toujours fait comme ça. Ce qui est extrêmement intéressant par rapport à l'audace, c'est de comprendre qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas encore tout découvert et qu'il y a d'autres manières de comprendre et d'autres manières d'interpréter. Alors pour que ce ne soit pas trop théorique, j'ai envie de vous donner un exemple. Pourquoi est-ce que les scientifiques de l'époque avaient prouvé que les avions ne voleraient jamais? C'était clair que si on était plus lourd que l'air, on ne pouvait pas voler. La preuve, c'est que les ballons volaient parce qu'ils étaient plus légers que l'air. Donc si c'est plus léger, ça vole. Si c'est plus lourd, ça ne vole pas. Et c'est normal, si vous jetez une bouée sur l'eau, elle flotte. Si vous jetez un caillou, ça coule. Donc l'aéronautique était limitée au plus léger que l'air. Jusqu'au moment où quelqu'un a compris qu'on pouvait créer de la portance. Pas seulement en mettant un gaz léger dans un ballon, mais en créant de la portance avec de la vitesse sur un profil. C'est un complètement autre paradigme. C'est aussi une loi de la physique. Mais ce n'est pas une loi de la physique qui dit que quelque chose de plus lourd va flotter. C'est une loi de la physique qui dit que si c'est plus lourd, on peut créer de la portance avec une vitesse sur un profil. Et c'est ça qui a donné l'aviation. Alors maintenant, notre mission, si on veut être audacieux, c'est de voir quel est le paradigme suivant qu'il faut arriver à développer en cassant le paradigme précédent. Le paradigme précédent aujourd'hui, c'est qu'un avion forcément va polluer pour voler. Et bien, l'audace, ça va être de montrer qu'il y a d'autres paradigmes sur lesquels on peut se baser, qu'on ne connaît pas encore complètement. Et c'est pour ça qu'il faut un esprit de pionnier, c'est pour ça qu'il faut être un explorateur, c'est découvrir la manière suivante de fonctionner pour que ce soit mieux que la manière précédente. C'est ça l'audace. Ben voilà, donc c'est dit. Bravo, merci Bertrand, merci Jean-Marc, merci Alexandre.